19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 16 novembre 2022. Réception ce matin par le ministre de la Défense nationale de 2 hélicoptères de type Gazelle à la base aérienne 101. Ces appareils militaires sont offerts par la France au Niger afin de contribuer à lutter contre le terrorisme. Le compte rendu de cette cérémonie de réception, c'est avec Ismaël Moumouni. C'est les images de Sadoudoumi. Armes de destruction massive, ces 2 hélicoptères de type Gazelle 341 L1 font désormais partie de la flotte des forces armées nigériennes. Ces hélicoptères de combat sont offerts par la France. La coopération française est en effet également présente dans de nombreux secteurs, en particulier afin de tenter de résoudre un dilemme bien connu. Il n'y a pas de sécurité sans développement et inversement, pas de développement sans sécurité. La France met en œuvre une approche 3D, diplomatie, développement et défense. Il s'agit plus spécifiquement de favoriser une dynamique de paix et de développement durable en faisant intervenir de manière conjointe et coordonnée des actions de la diplomatie, du développement et de la défense dans la conception du projet. À travers ces projets de soutien en matière de défense, comme celui des hélicoptères Gazelle qui nous assemblent aujourd'hui, ainsi que ceux qui couvrent l'ensemble du respect du spectre de ces actions en matière de diplomatie et de développement, je tiens à vous réaffirmer avec force notre plein engagement à vos côtés et à vous assurer, au nom du Président de la République, la détermination de la France à soutenir vos efforts pour relever les nombreux défis auxquels le Niger, cette nation amie, est confronté. Après avoir remercié la France pour ce soutien, le ministre de la Défense nationale reste convaincu que ces appareils vont permettre la montée en puissance des forces armées nigériennes. Depuis une décennie, la bande sahélo-saharienne connaît une insécurité caractérisée par des actes terroristes exercés sur les forces de défense et de sécurité, mais aussi sur les populations civiles. Ces ajustements perturbent fortement les activités économiques de la région et aussi les activités de subsistance traditionnelles des populations dans les zones affectées. Les forces de défense et de sécurité nigériennes, les forces régionales et ainsi que les forces partenaires œuvrent inlassablement pour éradiquer ces fléaux afin de ramener la paix et la sécurité dans la région. Conscients de ce combat que nous gagnerons, nous restons coalisés dans la conduite des opérations, le partage des renseignements et le soutien mutuel sous toutes les formes. Et je salue l'engagement des forces partenaires et particulièrement des forces françaises dans ce combat que nous sommes en train de mener. La performance du canon de cet appareil, c'est un calibre 200 mm, portée maximale 5500 mètres, portée utile 1500 mètres, capacité caisson 240 obus maximum, obus perforant, traçant, obus explosifs incendiaires, vitesse de l'obus est de 1000 mètres secondes avec une cadence de 700 coups minutes. Accueil cet après-midi du directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique et porte-parole de langue française du département des États-Unis par l'ambassade des États-Unis au Niger dans les locaux du Centre culturel américain CCA. Venu en visite de travail au Niger, il a été accueilli par les acteurs des médias, notamment la Maison de la Presse. Hamza Sakou, chez Wugisson. Né dans le sud-est des États-Unis, le directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique et porte-parole de langue française du département d'État au Niger, M. Johan vient en visite au Niger. Cette cérémonie à laquelle prennent part les acteurs des médias et autres invités est organisée à son honneur par l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le porte-parole des langues françaises du département d'État des États-Unis, that's Johan Schmanzis. Diplomate de carrière, Johan a occupé diverses fonctions au Moyen-Orient, en Asie de l'Est, dans le Caraïbe et en Europe occidentale. Dans ses fonctions antérieures, il a géré les relations avec la presse, mené des campagnes sur les réseaux sociaux
accorder des subventions à des organisations de la société civile, à superviser des opérations consulaires, entre autres. Pour l'ambassade des États-Unis, c'est un honneur de voir Johan et un membre de son équipe, Cécile, ici cette semaine. Ils sont ici pour partager les meilleures pratiques de notre ambassade, en particulier moi, pour les engagements médiatiques en français. L'occasion était pour la Maison de la Presse du Niger de rappeler sa collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Niger. C'est d'autant plus un honneur d'associer la Maison de la Presse à ces rendez-vous qui, une fois de plus, témoignent l'engagement des États-Unis à soutenir une presse libre, condition sine qua non d'une liberté de la presse, un droit essentiel et un principe fondamental de la démocratie. Depuis sa création, presque 2 décennies, l'ambassade a toujours soutenu la fêtière à travers plusieurs actions, dont remise en matériel de travail aux médias publics et à la Maison de la Presse, l'organisation de 13 sessions de formation au profit des journalistes sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au Niger, ça c'est en 2019, l'appui de l'organisation des journées nationales et internationales de la liberté de la presse, l'organisation des 2 concours sur l'extrémisme violent et les héros du journalisme au Niger, respectivement en 2018 et 2019, pour justement primer les meilleures œuvres journalistiques. Il faut aussi ajouter la visite de son Excellence Eric Wataker à la Maison de la Presse le 13 septembre 2021. La nouvelle stratégie des États-Unis en Afrique subsaharienne concerne 4 axes. Nous viserons 4 objectifs principaux en Afrique subsaharienne. Ça veut dire favoriser l'ouverture et des sociétés ouvertes. 2. Réaliser des dividendes démocratiques et de sécurité. 3. Faciliter le rétablissement post-pandémie et favoriser les opportunités économiques. Et 4. Favoriser la protection de l'environnement, l'adaptation au climat et une transition énergétique juste. Cette rencontre est mise à profit par M. Johan d'informer les invités de la tenue d'un sommet des dirigeants États-Unis-Afrique du 13 au 15 décembre 2022 aux États-Unis. À la mairie garage de Niamey, les déchets plastiques sont transformés en pavés. En une année, plus de 75 000 pavés en plastique ont été fabriqués et placés dans certaines rues de la capitale. Une initiative soutenue par le projet Emploi, Environnement, Énergie. Suivez cet élément du studio Kalango. On allume les fours, on met le sable. Maintenant, une fois que le sable est bien chauffé, on met le plastique. Et c'est en forme des équipes, généralement des équipes de 3 personnes. Maintenant, ils vont commencer à malaxer cette pâte-là. Une fois que cette pâte compacte est déversée dans les moules, maintenant on prend les moules pour les refroidir dans des coupons de tonneaux. C'est des pavés de très bonne qualité et des pavés qui résistent aux chaleurs, quels que soient les aléas climatiques ça reste. Il n'y a pas de problème, c'est des pavés vraiment très résistants. C'est des coupures d'eau, des coupures d'électricité. On est obligé d'arrêter parce que la machine de presse ne fonctionne pas. Les pavés qu'on fabrique sont mis à la disposition de la mairie pour le moment. Donc c'est la mairie qui choisit les endroits à paver et puis c'est elle qui gère le personnel, etc. pour le moment. Ici au marché Dar es Salaam, on a lancé un chantier depuis l'année passée pour la mise des pavés. Ça fait maintenant à peu près 2 à 3 mois qu'on est sur ce terrain-là. Cette méthode-là, on l'a fait, c'est pour éviter les véhicules qui garent à côté du marché. Parce que si on fait ça plat là, tout le monde, dès qu'il vient ici,
s'il va être comme un parking. Et nous, c'est ça qu'on ne veut pas. En saison pluvieuse encore, quand l'eau tombe, l'eau s'arrête ici dans les bordures. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, à la chronique juridique. Elle porte cette semaine sur la détention provisoire, un thème qui vous sera développé par Maître Suleiman Sedou, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. La détention provisoire est une question d'actualité que les uns et les autres souvent à tort ne maîtrisent pas et ils essaient de faire des reproches à la justice, peut-être à tort ou à raison. Alors la détention provisoire, il faut dire, c'est une mesure exceptionnelle qui consiste à placer une personne en détention avant son jugement. C'est-à-dire lorsque vous êtes poursuivi dans le cadre d'une procédure, le jugement peut prendre du temps à intervenir, soit parce que votre affaire nécessite qu'il y ait plus d'investigation, plus d'enquête, ou tout simplement parce que le dossier n'est pas en état d'être jugé. On peut décider de vous mettre en détention provisoire en attendant que votre dossier ne soit en état d'être jugé. Et donc la détention provisoire doit d'abord être distinguée de ce qu'on appelle la garde à vue. La garde à vue, c'est au niveau de l'enquête préliminaire, au niveau des unités d'enquête. Vous pouvez être gardé à vue 48 heures renouvelables une fois. Dans le cas d'autres infractions, ça peut aller au-delà de ça. Mais la détention provisoire, elle consiste à prendre un mandat et à vous déposer au niveau d'une prison civile, au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, par exemple, en entendant que votre dossier, qui est peut-être soit en instruction ou dans le circuit du jugement, ne puisse être en état avant que vous ne puissiez être jugé. C'est vrai, comme on a l'habitude de le dire, c'est la liberté qui doit être la règle et la détention l'exception. Mais la loi, le code de procédure pénale, en ses articles 131, a prévu des situations dans lesquelles on peut mettre une personne en détention provisoire. Et ces situations sont au nombre de 3 ou 4 que l'article 131 du Code de procédure pénale a prévu. La première des situations qui peut justifier la détention provisoire d'une personne, c'est lorsque la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, ou c'est l'unique moyen d'empêcher que les prévenus ou l'inculpé fassent des pressions sur les témoins. Vous savez, dans le cas d'une procédure pénale, par exemple, lorsque vous êtes inculpé, si on décide par exemple de vous mettre en liberté et que cette mise en liberté va vous permettre d'aller peut-être au niveau du lieu de commission de l'infraction pour pouvoir dissimuler les éléments de preuve qu'on pouvait obtenir contre toi, la loi dit dans ces situations, on peut vous garder en détention provisoire. Ou lorsque, si on vous laisse partir, vous allez faire pression sur les témoins. Vous pouvez, dans le cas d'une infraction que vous commettez, même si vous êtes présumé innocent, il faudrait que ça soit entendu comme tel, même si vous êtes présumé innocent, vous pouvez aller faire pression sur des témoins pour dire voilà, il faut témoigner dans tel sens, il ne faut pas dire cela, il ne faut pas faire ceci. Et c'est pour éviter toutes ces situations que la loi dit bon, on peut, dans ces situations, lorsque le juge estime que vous pouvez en tout cas aller détruire les preuves si on vous laisse en liberté, ou si vous pouvez faire des pressions sur des témoins ou sur les victimes, ou s'il peut y avoir une concertation frauduleuse entre vous inculpés, on peut décider de vous mettre en détention provisoire. Et donc la détention, ça doit pouvoir résulter d'un mandat, soit de juge d'instruction sur le dossier en instruction, ou lorsqu'on vous met par exemple en flagrant délit, le procureur décerne le mandat contre vous en attendant que vous ne soyez jugé. Donc la première situation qui peut justifier et fonder votre mise en détention, c'est celle-là que je viens
d'évoquer. La deuxième situation, c'est lorsque la détention elle-même est l'unique moyen de vous protéger, vous en tant qu'inculpé ou en tant que prévenu. Vous pouvez être dans des situations où si on vous laisse en liberté, vous êtes même en danger. Au regard par exemple de l'infraction ou des faits qui sont supposés en tout cas être retenus contre vous, si on vous laisse, il se pourrait que les victimes ou les prétendues victimes peuvent venir se venger sur vous. Si vous avez par exemple causé la mort d'une tierce personne et qu'il y a une procédure judiciaire contre vous et qu'automatiquement on vous laisse, les parents ou les familles des victimes peuvent venir mener des actions de représailles contre vous. Et donc pour votre propre sécurité, pour vous protéger, les juges d'instruction ou les autres juridictions en charge du dossier peuvent décider de vous garder en détention provisoire. Autre aspect également, c'est lorsque les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment graves et que ces faits ont causé un préjudice exceptionnel et persistant à l'ordre public. Lorsque les faits pour lesquels vous êtes jugé sont suffisamment graves et que la détention est l'unique moyen pour pouvoir mettre fin à cette situation, les juges sont obligés de vous garder. Mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que la détention provisoire ne doit pas dépasser un certain nombre de délais. Il ne faudrait pas qu'on prenne prétexte de la détention provisoire prévue par l'article 131 pour vous garder indéfiniment en prison, faire traîner votre dossier. Il faudrait que la détention n'excède pas des délais raisonnables qui ont été prévus par la loi. Notamment en matière correctionnelle, par exemple, lorsque la peine que vous encourez ne dépasse pas 3 ans, on ne peut pas vous garder en détention provisoire plus de 6 mois. Ce n'est pas possible. Si la peine que vous encourez ne dépasse pas 3 ans, la détention provisoire ne peut pas dépasser 6 mois. Si vous êtes en détention plus de 6 mois, on doit vous mettre en liberté lorsque la peine que la loi a prévue pour l'infraction ne dépasse pas 3 ans. Au cas où la peine dépasse 3 ans, toujours en matière correctionnelle, on peut vous garder 6 mois renouvelables une seule fois. Ça veut dire 1 an, 6 mois renouvelables une fois. Au-delà de ça, on ne peut plus vous garder. Et en matière criminelle, sont des infractions qui sont suffisamment graves. En ce moment-là, le délai de la détention provisoire ne doit pas dépasser 18 mois, qui peut être prorogé de 12 mois. Voici en ce qui concerne les délais en matière de détention provisoire, que ce soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle. Mais c'est également important d'avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre d'infractions qui sont suffisamment graves où ces délais ne peuvent pas être pris en compte, notamment en matière de meurtre, en matière d'assassinat, en matière de parricide, en matière d'empoisonnement. Ils sont des infractions qui sont suffisamment graves. En matière de vol criminel, là, la détention provisoire n'a pas de limite en termes de durée. C'est l'aspect également important à avoir à l'esprit. Alors, lorsque on vous met en détention provisoire, ce que les gens doivent avoir à l'esprit, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. La détention provisoire ne veut pas dire que vous êtes coupable. C'est juste pour vous garder à la disposition de la justice pour les éléments que je viens de citer tout à l'heure. Peut-être qu'en phase de jugement, le juge va estimer qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre vous, le juge peut vous libérer. Ou même le juge d'instruction qui a décerné un mandat de dépôt contre vous, il peut, dans le cadre des investigations, dans le cadre de l'instruction, estimer qu'il n'y a pas suffisamment de charges contre vous, il peut en tout cas classer votre dossier sans suite. Donc la détention provisoire, les gens ne doivent pas la concevoir uniquement dans le sens de dire que vous êtes coupable. Non, quand vous êtes en détention coupable, en détention provisoire, ça ne veut pas dire que vous êtes reconnu coupable, c'est juste une mesure exceptionnelle en attendant que votre affaire ne soit jugée par un juge de fond ou en attendant que l'instruction soit menée à bon port. Alors, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, lorsque vous êtes en détention provisoire, vous pouvez demander à ce qu'on vous mette en liberté provisoire. Il y a la détention provisoire, il y a également la liberté provisoire. Si vous estimez que les raisons pour lesquelles on vous a gardé, puisque tout à l'heure j'ai évoqué l'article 131 qui énumère un certain nombre de cas, un certain nombre de conditions dans lesquelles on peut vous déposer en détention provisoire, si ces conditions ne sont plus réunies, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté provisoire ou lorsque vous constatez que votre dossier prend suffisamment de temps, à chaque fois vous venez, on renvoie, vous venez, on renvoie, vous venez, on renvoie, on dit que le dossier n'est pas en état, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté
provisoire et à tout moment, à tout stade de la procédure, vous pouvez introduire votre demande de mise en liberté provisoire, que ce soit devant le juge d'instruction qui est chargé d'instruire votre dossier, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté. Que ce soit devant la juridiction de jugement, vous pouvez introduire votre demande de mise en liberté provisoire. Cette demande-là, le juge peut accéder à cela en vous mettant en liberté, ou il peut vous mettre en liberté en demandant un cautionnement, que vous déposez une caution pour pouvoir vous mettre en liberté. Mais l'un dans l'autre, même lorsqu'on vous met en liberté, ce que les gens doivent avoir à l'esprit, c'est que quand on met une personne en liberté provisoire, cela aussi ne veut pas dire que la personne est innocente. Parce que, je l'ai dit, quand on te met en détention provisoire, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Et les citoyens doivent aussi avoir à l'esprit que lorsqu'il y a une procédure diligentée comme une personne, et qu'on met la personne en liberté provisoire, ça ne veut pas dire que la personne est innocente. Mais juste la personne en liberté, le temps que le juge instruise bien le dossier, ou le temps que la juridiction puisse se prononcer au fond par rapport à votre dossier. C'est pour cette raison que souvent, à tort, les citoyens estiment que bon, la justice ne fait pas son travail, on l'a amené, il est dehors. On l'a envoyé, il est dehors. Souvent, les gens bénéficient de ce qu'on appelle la liberté provisoire, mais ça ne veut pas dire que la personne est innocente. La procédure suit son cours normal. Et c'est la même manière lorsqu'on prend l'autre côté de la chose. Quand vous venez, quand on vous dépose, on dit bon, il a fait une note déposée, il est en prison. Ça ne veut pas aussi dire que vous êtes reconnu coupable lorsque vous êtes en détention provisoire. Alors, ce qui est extrêmement important et c'est qui malheureusement aujourd'hui cause un tant soit peu de difficultés, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous met en détention provisoire, vous passez 5 mois, 6 mois, 7 mois, une année en détention provisoire et après on dit qu'il n'y a rien contre vous. Vous n'avez rien fait. On vous libère. Ou vous partez devant la juridiction de jugement. La juridiction de jugement rend une décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement contre vous. On dit que vous n'avez rien fait alors que vous avez déjà passé 3 mois en prison, 5 mois en prison, 6 mois en prison, mais vous avez subi un dommage, vous avez subi un préjudice parce qu'on vous a gardé à tort. En ce moment, il faudrait naturellement qu'on répare le dommage que vous avez subi. Il faudrait qu'on puisse quand même vous mettre dans une situation de confort parce qu'on vous a privé de votre liberté qui est un droit aussi fondamental. Et donc, à ce niveau, malheureusement, c'est l'article 141, point premier du Code de procédure pénale qui reste cette question-là qui dit que lorsque une personne a été mise en détention provisoire et que par la suite la personne a été acquittée, relaxée ou autre, la personne peut introduire une demande d'indemnisation devant une commission qui est créée à cet effet. Et la commission est composée de 3 magistrats de la Cour suprême, c'est ce qui est ainsi, mais nous disons de la Cour de cassation, mais malheureusement aujourd'hui, cela n'est pas effectif. Aujourd'hui, cette commission elle ne fonctionne pas. Et donc même lorsqu'on vous met en détention, ou on vous relaxe, vous ne savez pas contre qui vous allez vous prendre ou à quel niveau vous allez déposer votre dossier d'indemnisation, d'autant plus que la commission qui a été prévue par les tests n'est pas encore opérationnelle, n'est pas fonctionnelle. Alors que si la commission était fonctionnelle, si on vous met en détention et que vous sortez, vous déposez votre dossier d'indemnisation, l'État doit pouvoir réparer le préjudice que vous avez subi. Quitte à l'État, si c'est une tierce personne qui a déposé plainte contre vous, de se retourner contre cette tierce personne-là pour récupérer l'argent que l'État a eu à vous donner à titre d'indemnisation. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et peut-être que si ce système avait existé, il n'y aurait pas trop de détention provisoire parce qu'on sait que la conséquence, si ça aboutit à un non-lieu, on va actionner une procédure contre l'État. Les juges, peut-être, ce n'est pas évident, peut-être ils vont être un peu plus regardants avant de mettre les gens en détention provisoire. Voilà succinctement et substantiellement ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Thank you.